Dr. Akil Sunjay. Donc, pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Donc, l'introduction, en grand 1, en grand 2, les rappels physiopathologiques, en grand 3, diagnostic positif, en grand 4, la CAT d'urgence, puis le diagnostic différentiel, avant de le diagnostic étiologique et la prise en charge, pour finalement conclure. Donc, en introduction, nous pouvons dire que l'asthme est une maladie hétérogène, habituellement caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes. Donc, ici, nous avons... Raki. Oui, Raki, oui. c'est figé au début. Tu es au début là, CAT devant un asthme grave. Oui, là, ça vient. Ça vient. D'accord, c'est bien. D'accord. Donc, ici, nous avons une image des branches de chez l'asthmatique. Donc, pour la première image, c'est les voies respiratoires qui sont normales. Donc, pour les deux images suivantes, bon, nous avons la branche avec une inflammation. Donc, les voies respiratoires de l'asthmatique sont comme ça. Et au moment de la crise, l'inflammation est plus marquée. Donc, en introduction, l'asthme aigu grave est défini par des épisodes récidivants de symptômes respiratoires tels que les sifflements, l'essoufflement, une oppression thoracique et une toux qui varient dans le temps et en intensité, s'accompagnant d'une limitation variable des débits expiratoires selon GINA 2020. Donc, le diagnostic de crise d'asthme ne pose pas de problème en soi. Donc, une dyspnée sifflante caractéristique chez un patient qui connaît sa maladie le plus souvent. L'exacerbation se définit par la présence de symptômes aigus qui durent plus de 24 heures et qui nécessitent un changement de traitement. Donc, comme définition, on peut dire que l'asthme aigu grave est une crise intense et inhabituelle, faisant suite plus souvent à l'évolution défavorable d'une exacerbation sévère d'asthme ou survenant de manière brutale, traduite par une obstruction bronchique majeure, une constriction responsable d'un syndrome obstructif sévère, mettant en jeu le pronostic vital et nécessitant une prise en charge urgente. Donc, il existe plusieurs modes d'installation. Nous avons les asthmes aigus graves suraigus qui sont sans signe précurseur, pouvant tuer en moins d'une heure sans traitement rapide. Les asthmes aigus graves qui sont aigus, précédés par l'aggravation des symptômes les heures précédentes, permettant une meilleure coordination de la prise en charge. Les asthmes aigus subaigus, d'aggravation progressive avec une crise de plus en plus sévère et rebelle au traitement et qui exposent à l'épuisement. Donc, comme intérêt, il s'agit d'un problème de santé publique, la plus fréquente des maladies chroniques chez l'enfant. C'est l'une des premières causes de consultation aux urgences pédiatriques et d'hospitalisation. Son diagnostic est clinique et paraclinique. Le pronostic repose sur la mortalité qui est liée à l'asthme aigu grave, qui est faible, mais il s'agit de décès évitables. Donc, la thérapeutique repose sur l'oxygénothérapie, les bêta-2 mimétiques, la corticothérapie et les anticholinergiques. Donc, pour la physiopathologie, nous avons ici un schéma de l'arbre trachéobronchique pulmonaire qui est de face. Donc, à droite, nous avons le phénomène qui aboutit à l'obstruction bronchique. Donc, sous l'effet d'allergènes et d'autres déclencheurs, nous avons les 3 lignées de la défense immunitaire qui sont déclenchées, telles que les mastocytes qui vont libérer l'histamine qui va entraîner une bronchoconstriction, les macrophages et les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T couplés aux immunoglobulines vont donner les lymphocytes B et qui vont concourir tous les 4 à libérer les éosinophiles qui vont entraîner une inflammation des voies respiratoires. Cette inflammation des voies respiratoires va entraîner une hyperactivité bronchique, un remodelage bronchique et une obstruction bronchique. Donc, cette obstruction bronchique est la résultante d'une inflammation bronchique et d'une hyperactivité bronchique qui forme un cercle vicieux suite à la libération de plusieurs facteurs immunitaires sous l'influence des facteurs extrinsèques tels que les allergènes, les irritants, les infections, ou bien dû au stress ou bien à la prise de certains médicaments. Donc, les conséquences respiratoires de l'obstruction bronchique. Donc, cette obstruction bronchique va entraîner trois conséquences. Donc, une augmentation de résistance des voies aériennes, une ventilation à haut volume pour maintenir les bronches ouvertes, entraînant l'hyperinflation pulmonaire, et une hypoxémie avec une différence des rapports des différents volumes qui est inhomogène avec un effet espace mort entraînant une vasoconstriction hypoxique. Donc, l'augmentation des résistances des voies aériennes va entraîner un collapse des voies aériennes en expiration qui va entraîner un trapping d'air
diminuant ainsi le rendement musculaire et augmentant le travail musculaire, concourant à une fatigue des muscles respiratoires, aboutissant à une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, schématisé ici avec une augmentation de l'hyperinflation pulmonaire, entraînant la création d'une autoPEP ou PEP intrinsèque, entraînant une limitation du volume total et augmentant la fréquence respiratoire, donnant ainsi une gêne des muscles respirateurs, une déformation de la cage thoracique, une dyspnée, aboutissant à l'épuisement. Pour les conséquences sur l'hémodynamique, ils sont en rapport direct avec l'importance négativité de la pression pleurale à l'inspiration. Donc ici, nous avons une augmentation du retour veineux et de la post-charge du ventricule droit qui se dilate et une diminution de la précharge ventriculaire gauche, un bon mouvement septal qui gêne la compression de la ventriculaire gauche, entraînant une tachycardie un peu paradoxale avec une hypotension artérielle. Sur les échanges gazeux aussi, l'obstruction bronchique entraîne une hypoxémie avec parfois une hypercapnie, entraînant une cyanose, coma et tachycardie. Maintenant, il faut rappeler que la normocapnie et une hypocapnie sont des signes de danger, des signes de gravité de l'asthme. Donc, le diagnostic positif de la gravité d'une crise se juge sur 3 éléments: le profil de la maladie et du malade, les signes de gravité associés à la crise, à fortiori d'intérêt vital et l'évolution immédiate sous traitement. Donc, pour le profil d'asthme à risque, certains critères alertent et indiquent une hospitalisation, quelle que soit la sévérité de la crise actuelle. Donc, la sévérité de la maladie s'évolue sur l'évolution des 12 derniers mois et sur le degré de contrôle. Donc, ici, nous avons un tableau qui montre les différents critères qui permettent de juger de la sévérité, tels que les symptômes, les crises, l'impact, l'apparition d'asthme nocturne, l'utilisation des bêta-diméthiques de courte durée d'action, le débit d'expiration positif et la variation du VMS. Donc, classé en 4 tableaux, donc que ce soit l'asthme intermittent, persistant modéré ou bien persistant sévère. Et ces mêmes symptômes aussi permettent de savoir si l'asthme est contrôlé ou pas, toujours pour juger de la sévérité de la maladie. Donc, d'autres éléments sont pris en compte également, tels que l'ancienneté de la maladie supérieure à 10 ans, la corticodépendance, la notion d'hospitalisation en cours de la même année, ou bien des antécédents d'asthme aigu grave, surtout à ventilation manuelle de pneumotoire ou d'emphysème médiastinal. Donc, le deuxième critère repose sur l'instabilité récente de la maladie. Donc, la répétition sur le dernier mois de crise de plus en plus sévère et rapprochée, avec sensation de moindre réponse au bêta-diméthique malgré l'intensification du traitement, est un élément de gravité car cela sous-tend une majoration de l'inflammation. Et le terrain particulier, pour finir, donc la crise est d'autant plus à risque que le patient est jeune, instable, refuse sa maladie, prend ses traitements de façon anarchique et que ses conditions socio-économiques sont mauvaises. Donc, les signes de gravité associés à la crise. Donc, sur le plan respiratoire, nous avons une dyspnée qui est ressentie comme différente et plus sévère que d'habitude, des difficultés à parler et à tousser, donc traduisant une baisse du débit expiratoire, et le patient en position assise, jambes pendantes, avec une impossibilité de s'allonger avec des sueurs profuses. Nous notons aussi à l'inspection d'un tirage des muscles intercostaux et des muscles sternocléido-mastoïdiens. La présence d'un balancement thoraco-abdominal est un signe de gravité extrême, signant l'épuisement diaphragmatique. Nous notons aussi une polypnée avec une fréquence respiratoire supérieure à 40 cycles par minute. Donc, la présence d'une bradypnée ou des pauses respiratoires sont des signes de gravité extrême. À l'auscultation, nous avons des sibilants bruyants aux 2 temps, ou bien un silence auscultatoire, signe de gravité extrême, et parfois une cyanose. Sur le plan cardiovasculaire, nous avons une tachycardie avec une fréquence cardiaque supérieure à 120 battements par minute. La bradycardie est un critère de gravité. Des signes de perfusion périvée avec froideur des extrémités, des membrures et l'hypotension artérielle. Et nous avons aussi une turgescence jugulaire intermittente avec un pouls paradoxal. Donc, pour les signes neuropsychiques, nous avons l'anxiété, l'agitation, la confusion ou bien une somnolence. En 4e position, nous avons la mesure du débit expiratoire avec le spiromètre qui va montrer un débit inférieur à 150 litres par minute ou inférieur à 50% de la valeur théorique de base. Donc, à la paraclinique, nous allons doser les gaz du sang qui va montrer une hypoxémie
avec une PAO de inférieure à 90 millimètres de mercure en air ambiant, avec le rapport inférieur à 300.